Un jeune sur 3 a déjà acheté de la contrefaçon. Ça veut dire que parmi nos abonnés, vous êtes 100 000 à avoir déjà acheté et porté des fakes. Enfin, pas vraiment 100 000 vu qu'on n'a toujours pas les 300K. Ah, vous attendez quoi pour faire le pas? Aujourd'hui, la contrefaçon, c'est quelque chose de totalement banalisé. Il y a probablement pas loin de 100% de chances que même si vous avez jamais acheté de fake, vous connaissez au moins une personne dans votre entourage qui en porte, voire même qui en fait la propagande. Ce ressenti de la normalisation des fakes, c'est vraiment pas un sujet que je sors de mon chapeau, ou plutôt de ma veste à pique. Non, c'est un ressenti partagé par presque 80% de la communauté, et c'est quelque chose que j'ai clairement vu évoluer depuis nos débuts sur YouTube. Ce sondage datant de 2021 démontrait que la tendance était plutôt contre les fakes. Aujourd'hui, ce même sondage tend plutôt vers l'indifférence et peut-être même que d'ici 5 piges, la tendance s'inversera totalement où la majorité sera pour la contrefaçon. Et dit comme ça peut en faire flipper certains, mais on est vraiment en train de voir une évolution extrêmement flagrante sur l'acceptation des fakes. Dire ça, c'est bien. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que les marques y sont pour quelque chose? Est-ce que les youtubeurs y sont pour quelque chose? Est-ce que c'est la société qui pousse certains d'entre vous à acheter des fakes? C'est des questions très pertinentes auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais avant, je vois qu'il y a encore 2-3 bougs au fond de la salle qui sont toujours pas abonnés. Vous attendez quoi là? Non, parce que vous voulez pas que je sorte de grands mots quand même, soir d'abord. Salut les affaires. Nouvelle vidéo, faut absolument qu'on parle des fakes. Encore. Les plus anciens d'entre vous le savent, on a débuté sur YouTube il y a environ 3 piges avec un message assez destructif autour des fakes, où à l'époque personne n'en parlait vraiment sur les youtubeurs francophones, ou alors ça parlait que des giga merguez achetés sur les sites assez miteux que tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, et les vidéos sur les contrefaçons présentées comme les fakes parfaites fleurissent sur YouTube, et c'est pas vraiment étonnant, ces vidéos marchent énormément. Si tu t'es mal, la plupart des chaînes YouTube spécialisées dans la sneakers, leurs vidéos les plus populaires sont systématiquement liées aux contrefaçons, et c'est aussi le cas chez nous avec notre vidéo de la fake envoyée chez StockX qui a généré 1 million de vues. D'ailleurs, je crois que c'est littéralement la vidéo sneakers francophone qui a fait le plus de vues sur YouTube. Pas un concours. Mais bon, si on voit autant d'engouement autour de toutes ces vidéos sur les fakes, logiquement, c'est parce qu'il y a maintenant un réel engouement sur les contrefaçons qui n'existait pas spécialement avant. Et je dirais même l'inverse, on avait plutôt majoritairement du mépris ou simplement de l'indifférence envers les fakes. Alors pour capter les raisons de ce giga retournement de veste, va falloir comme d'habitude remettre très brièvement du contexte historique. La contrefaçon, ou du moins les copies, en vrai c'est un truc qui a absolument toujours existé. On l'a vu à l'époque de Kinney Shoes, l'ancêtre de Foot Locker, qui fabriquait déjà des copies approximatives de paires de Nike et d'Adidas dans les années 70. Probablement même que dans les années 40, on devait aussi avoir des ateliers obscurs en Allemagne qui fabriquaient des fausses paires d'Adidas. Mais la vraie contrefaçon, comme on la connaît aujourd'hui, on doit surtout ça à la mondialisation et tout ce qu'elle a engendré, notamment le dumping salarial et la délocalisation d'absolument toutes les usines des grosses marques de sportswear en Asie. Vous le savez tous, les marques de sportswear ont toutes délocalisé leur production en Asie pour réduire considérablement leurs coûts. Et c'est ce move qui paraissait un coup de génie à l'époque, qui leur fera économiser des milliards d'euros, mais qui a fini assez vite par totalement leur retomber sur la gueule. Oh merde! Oh, c'est con ça! Les usines en Asie, et notamment en Chine, ne perdront pas le nord et capteront assez vite qu'ils pourraient se faire pas mal d'oseille en revendant des paires de Nike, d'Adidas ou de Puma en douce, et ça permettait aussi et surtout de rendre accessible à la population locale des produits qui sont normalement beaucoup plus chers en Occident, alors même que vous le savez très bien, ça coûte des piécettes à fabriquer en Asie. Ces fausses paires, qui au début étaient assez souvent en réalité des paires produites par les mêmes usines que les vraies, elles seront initialement vendues principalement dans le marché local, et même si c'était assez chiant pour les marques de voir des paires d'Adidas ou de Nike sortir de nulle part et être vendues un peu partout en Chine, bah au final ça impactait pas trop le reste du monde, donc ça allait très vite, la contrefaçon va se professionnaliser, il y aura de vrais réseaux spécialisés dans ça en Chine, et les produits contrefaits se propageront d'abord dans les pays avec les habitants au pouvoir d'achat les plus modestes, dans toute l'Asie évidemment, même dans des pays pas du tout connus pour fabriquer des sneakers comme la Thaïlande, puis en Afrique, en Amérique du Sud, enfin bref, on s'est retrouvé avec plein de pays où la contrefaçon a été normalisée depuis plus de 30 piges. Là-bas, c'est pas un jeune sur 3 qui porte du faux, c'est littéralement 3 jeunes sur 3, et malgré le fait que ce soit officiellement interdit, officieusement, tout le monde s'en branle là-bas. On s'en bat les couilles. Des cargaisons de fausses paires de Nike ou d'Adidas passent tous les jours à travers les frontières, elles sont littéralement vendues dans des boutiques sans se cacher, c'est vraiment quelque chose de toléré nationalement dans la plupart de ces pays-là, et il faut le comprendre, les gens veulent du Nike, et s'ils sont pas en mesure d'acheter du vrai Nike, c'est en partie aussi à cause du gouvernement, et donc forcément, ils préfèrent fermer l'œil que de régler le problème à la source. Oh!
Eh ben voyons. En Occident, la contrefaçon est apparue presque tout aussi vite. C'était déjà un problème d'une certaine ampleur dans les années 80 à 90, surtout aux States où t'avais une épidémie de faux sacs Louis Vuitton au milieu des années 80. Les gros morceaux de ce milieu, c'était sans trop de surprise des mafieux de la diaspora chinoise qui capteront très vite le filon et qui avaient surtout l'avantage de pouvoir communiquer avec ces usines en Chine, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas Google Trad ni Alibaba. À terme, ça se développera encore plus et dites-vous qu'aujourd'hui, il y a des usines de fake partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou même en Europe de l'Est. Et évidemment, les grands champions du domaine, c'était et c'est toujours les Chinois. Et même si ça se fabrique en Chine, les fakes ont beaucoup plus de valeur en dehors de la Chine et la vraie plus-value se fait surtout sur l'importation. On verra de plus en plus de réseaux de distribution partout à travers le monde et vous vous doutez bien qu'on parle de contrebande, donc les boules qui s'amusent à infiltrer ces fakes, c'est pas toujours des enfants de cœur. Ce sont des criminels, ce sont des bandits, des voyous. Avant le e-commerce, c'était pas aussi évident de faire rentrer des fakes, mais soit le particulier qui foutait ça dans sa valise en rentrant de vacances, ou plus sérieux, la bonne grosse cargaison remplie de fakes. L'importation de contrefaçon, c'était quand même plutôt une activité parallèle de mafia, de gangs de voyous dans le grand banditisme, ou même des réseaux purement spécialisés dans ça, mais pas que. On avait aussi juste des mecs qui faisaient leur pain dans le business de la contrefaçon, ou même simplement des importateurs de marchandises qui un jour se retrouvaient à refourguer des nappes, le lendemain ça se positionnait sur un stock de chaises, et le week-end, il arrivait à toucher un lot de fake paires de Nike, ça se revend, donc c'est tout. Balenciaga, une marque qui vous a certainement pas laissé indifférent. Soit on adore, soit on déteste, et apparemment de plus en plus de monde adore Balenciaga, puisqu'elle est reconnue comme la marque de luxe la plus tendance depuis 2 années consécutives par le moteur de recherche Lyst. C'est une des marques de luxe les plus vendues dans le monde, mais aussi les plus imitées sur les sites de contrefaçon, puisque tout le monde, peu importe ses revenus, est tombé sous le charme de Balenciaga. Il y a de ça quelques années, c'était une marque qu'on voyait énormément chez les stars ou les influenceurs, mais aujourd'hui c'est devenu une marque qu'on voit absolument partout, et forcément la surmédiatisation de la marque a aussi attiré son lot de détracteurs. Ils savent juger dégueulasse, que ce soit au niveau des designs, des couleurs ou même des coupes, une qualité qui est selon pas mal de monde très loin des standards du luxe, et parfois même des produits carrément honteux. Il n'y a aucun doute, c'est vraiment divisé en 2 clans, ceux qui adorent la marque et lui permettent de devenir une des marques de luxe les plus en vogue en ce moment, et ceux qui la détestent et la voient comme une immense fraude, mais qui étonnamment contribuent aussi au succès de la marque. Qui de ces 2 clans a raison? Est-ce que l'univers de la marque est plus complexe qu'on le pense et ce succès est totalement mérité? Ou au contraire, Balenciaga est vraiment en train de nous vendre de la merde à prix d'or? Oui, nouvelle vidéo, on va bonusser une nouvelle marque. Et vous l'avez tous capté, aujourd'hui on s'attaque à la nouvelle marque préférée de Kanye West, Balenciaga. Il n'y a aucun doute, la marque est clairement très atypique et propose des produits assez loin de ce qu'on attend d'une maison de luxe. Avec une telle ampleur, on pourrait même avoir l'impression que c'est une expérience sociale qui a mal tourné. Beaucoup de leurs pièces ou de leurs tenues n'ont absolument aucun sens et t'as l'impression que le bail a été généré automatiquement par un algorithme. Même l'humain avec le moins de goût possible sur la planète irait pas te foutre un éboueur avec des chaussures de chevalier et une casquette PlayStation 5 rouge. Et pourtant, chez Balenciaga, c'est une tenue qu'ils nous ont présentée en mode premier degré pour leur collection d'automne dernier. On a vu tellement de monstruosités chez Balenciaga qu'on n'aurait absolument pas le temps de toutes les présenter dans cette vidéo. Et forcément, quand tu suis l'actualité de la marque de très loin, c'est surtout pour ce genre de dinguerie que tu vas entendre parler de Balenciaga. Mais pour capter ce que vaut réellement la marque, il va falloir creuser un peu plus loin. Et pour ça, comme d'hab, on va faire un petit bond dans le passé pour retracer l'histoire de la marque parisienne qui a pourtant débuté en Espagne. Tout débute au début du XXe siècle avec Cristobal Balenciaga qui sera initié dans la couture par sa mère. Et très jeune, l'élève dépassera le maître et sera reconnu comme un prodige. Il deviendra dès ses 12 ans couturier pour les familles nobles d'Espagne après que la marquise de Casa Torres lui ait lancé le défi de reproduire à l'identique une de ses robes de haute couture. Et évidemment, le petit crack national réussira le challenge haut la main. Il se formera par la suite chez de grands couturiers à Madrid et à Paris avant de lancer sa marque en 1917 à l'âge de seulement 22 ans. Et c'était pas des hoodies sérigraphiés, il était déjà dans la haute couture. À ce moment-là, il était encore basé en Espagne, même s'il allait très souvent à Paris pour s'inspirer des grands couturiers français. Mais en 1936, la guerre civile le forcera à quitter son pays natal pour s'installer à Paris. Là-bas, il va tout rafaler et il sera la révélation de la haute couture avec des designs innovants et jamais vus. Quand les grands couturiers comme Christian Dior proposaient des vêtements qui épousaient les lignes des corps féminins, chez Cristobal Balenciaga, on avait sa ligne tonneau iconique et totalement à contre-courant où il respectait pas vraiment les lignes des corps humains,
cheveux des tonneaux. C'était un minimaliste qui sculptait des formes et des silhouettes avec le moins de couture possible et s'est très vite imposé comme le grand nom de la mode en France face à tous les autres grands couturiers français, à tel point qu'il sera chargé de créer les uniformes de la compagnie Air France dans les années 60 et 30 piges plus tard, la marque habillera même la SNCF. Cristobal Balenciaga sera décoré de la Légion d'honneur et son nom sera gravé à jamais dans le monde de la mode, mais il finira évidemment par décéder en 1972 et la marque continuera à exister sans lui, mais en profitant toujours de son image et sa réputation. En tout cas, pendant quelques années seulement, puisque dès la fin des années 80, c'est le déclin de la marque, comme pour la plupart des maisons de haute couture de cette époque qui semblaient toutes être en fin de vie. C'est à ce moment-là où Bernard Arnault rachetait le groupe Boussac pour récupérer la maison Christian Dior. Oui. Oui. De son côté.